Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être nombreux pour ce dernier webinaire qui en fait est une deuxième session de webinaire qui a déjà eu lieu précédemment sur les solutions fondées sur la nature. Il faut savoir que nous avons eu 3 webinaires, chacun organisé 2 fois. Le premier sur les chaussées à structure réservoir, le deuxième sur les revêtements perméables et le troisième sur les solutions fondées sur la nature, avec plus d'une centaine de participants pour chaque webinaire. Donc, nous sommes vraiment très satisfaits au sein de l'association du succès qu'ont eu ces formations à distance. Formation que nous avons organisée exceptionnellement suite au contexte que nous avons rencontré et que nous rencontrons tous. Formation gratuite. Voilà. Par la suite, comme ce sont des formations qui étaient très générales, si par la suite vous êtes intéressé pour avoir plus de renseignements, que ce soit un peu plus technique ou sur d'autres sujets, sachez que l'Adopta peut vous proposer des formations qui, par contre, là, bien sûr, seront payantes. Nous nous adaptons aux attentes et au public qui nous sollicite. Voilà, que dire de plus? En effet, comme l'a dit M. Hérin, les conditions au niveau de ce webinaire, je vous demanderai juste en fait de couper vos micros et vos caméras pour éviter les interférences, que tout le monde puisse se connecter, puisque j'en vois qui quittent, qui se reconnaissent, qui quittent, ont du mal en fait à participer à cette réunion. Donc si vous pouvez couper vos micros et vos caméras. On aura à peu près une demi-heure d'intervention, une intervention qui se fera à 2 voix. Elia Demo et Florent Locatelli, tous les 2 animateurs au sein de l'association. Et après, on compte à peu près 1 heure d'échange de questions-réponses. Donc, justement, pour les questions-réponses, vous avez pu le voir, vous avez tous un chat, excepté ceux, malheureusement, qui sont au téléphone. Au besoin, vous pouvez envoyer un mail ou même par la suite de la formation, si vous avez des questions, vous pouvez nous adresser votre mail avec vos différentes questions. Ces questions, n'hésitez pas à les noter au fur et à mesure. N'attendez pas la fin pour les noter dans le chat. Vous les notez au fur et à mesure. Donc, nous avons quelqu'un en fait qui prend connaissance de ces questions, qui répond de suite si elle peut y répondre, sinon qui les regroupe. Et puis, tout cela sera abordé lors du temps destiné aux échanges. Voilà, donc vous avez pu le remarquer, le webinaire est enregistré. L'ensemble des enregistrements des différents webinaires seront mis en ligne sur notre chaîne YouTube de l'Adopta, ainsi que les différentes présentations PowerPoint. Un questionnaire va vous être envoyé dans les prochains jours, voilà, pour savoir si ces webinaires ont répondu à vos attentes, si les formats étaient bien pour vous. Si vous avez d'autres suggestions, surtout, merci d'y répondre pour, voilà, nous, au niveau de l'Adopta, pouvoir progresser s'il y a besoin ou développer d'autres choses. Très rapidement, juste 2 mots sur l'association, mais je pense qu'à force, tout le monde connaît l'Adopta. Nous sommes une association la 1901, association pour le développement opérationnel et la promotion des techniques et alternatives en matière d'eau pluviale. Et en gros, nous sommes là pour sensibiliser les acteurs de l'aménagement urbain à la gestion durable et intégrée des eaux pluviales et les accompagner, que ce soit dans la mise en place et l'application d'une politique pluviale sur le territoire, mais aussi accompagnement dans le cadre de projets spécifiques. Sachant que, je précise, nous ne sommes pas des maîtres d'œuvre. Donc, nous intervenons prioritairement sur le territoire des Hauts-de-France, sur le bassin Rhin-Meuse, mais nous pouvons également répondre à diverses sollicitations sur l'ensemble du territoire national. J'en dirai pas plus, nous avons notre site internet, n'hésitez pas à y faire un tour, et puis bien sûr, nous sommes à vos dispositions si vous avez des questions, si vous souhaitez échanger avec nous. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Maintenant, je vais laisser la parole à Elia et à Florent. Écoutez, je vous souhaite en tout cas un bon webinaire, une bonne formation et à tout à l'heure. Merci Maëlle. Alors, je vais commencer la première partie de cette présentation sur les solutions fondées sur la nature. Donc, présentation qui va concerner 4 volets. Donc, tout d'abord, la définition de ce qu'on entend par solutions fondées sur la nature et la présentation de leurs enjeux, de leurs avantages. Ensuite, un portrait des différents aménagements qui relèvent de ces solutions, illustrés par quelques exemples et un point sur des bonnes pratiques et des erreurs à éviter. Ensuite, un point sur l'entretien plus spécifiquement des noues et des toitures végétalisées. Et pour finir, une présentation des conditions pour une bonne végétalisation.
Donc, tout d'abord, qu'entend-on par solution fondée sur la nature? Donc, il s'agit d'aménagements végétalisés qui contribuent à rétablir autant que possible le fonctionnement du grand cycle de l'eau dans la ville et à embellir l'espace sans l'imperméabiliser. Et ces solutions donc reposent sur un certain nombre de principes. Donc, tout d'abord, il s'agit d'utiliser la nature en structurant l'espace par le végétal. Donc, l'objectif est la gestion des eaux pluviales à laquelle s'ajoute une notion d'aménagement. Et donc, dans la conception de l'aménagement, il y a un autre principe qui va s'intégrer, qui est celui de ralentir, stocker et infiltrer les eaux de ruissellement dans le sol. Donc, l'évacuation de l'eau se fait de façon gravitaire, par percolation de l'eau dans le sol, mais aussi par évapotranspiration par la végétation. De cette façon, donc, on peut donner plusieurs fonctions aux aménagements. C'est-à-dire, c'est le principe de multifonctionnalité, c'est-à-dire qu'on donne un minima de 2 fonctions en même temps sur un même espace. On ne crée donc plus d'ouvrages spécifiques à la gestion des eaux pluviales. Donc, par exemple, sur un espace vert, c'est la fonction première d'espace vert qui possède une deuxième fonction de gestion des eaux pluviales. Et donc, à cette multifonctionnalité s'ajoute aussi une notion de complémentarité, c'est-à-dire qu'il est possible de combiner plusieurs techniques dites alternatives. Alors, on va d'abord favoriser au possible les solutions fondées sur la nature, mais les aménageurs parfois sont réticents à utiliser exclusivement des techniques végétalisées dites vertes, soit par habitude ou parce qu'il semble plus prudent d'avoir d'autres types de solutions en appui. Et dans ce cas, il est possible d'avoir recours à des techniques dites grises, comme les chaussées à structure réservoir, les tranchées ou puits d'infiltration, etc. Et donc, les deux types de techniques peuvent être associés. Alors, on rencontre parfois l'idée que l'entretien d'espaces verts qui servent aussi à la gestion des eaux pluviales provoque un surcoût de fonctionnement, mais c'est une idée qui est largement infondée, puisqu'il y a bien sûr aussi des coûts de fonctionnement pour des réseaux, des techniques en tout cas usuelles. Donc voilà, ça a été démontré. Cette absence de surcoût a été démontrée, notamment par une étude du Grey qui compare différents scénarios de gestion des eaux pluviales sur la base des coûts. Donc, ces différents principes de gestion permettent enfin de faire en sorte d'éviter le ruissellement en évitant la pente, en fait, en tout cas en réduisant les effets de la pente. Puisque ça relève notamment d'une problématique de préservation de la qualité de l'eau, puisque c'est en s'écoulant au sol que l'eau va se charger et transporter des polluants. Et d'autre part, en termes de protection, en cas d'inondation, aussi réduire les volumes ruisselés, ça permet aussi de réduire les dommages causés aux installations. Donc, l'ensemble de ces principes permet de favoriser le fonctionnement du grand cycle de l'eau en l'intégrant dans le fonctionnement urbain. Et donc, la mise en œuvre de ces solutions permet de rendre un certain nombre de services. Donc, on parle ici des bénéfices des solutions fondées sur la nature. Donc, notamment, ils permettent en premier lieu de favoriser la biodiversité. Et en particulier, il s'agit de faire en sorte que ces solutions fondées sur la nature, ces aménagements s'inscrivent dans un contexte écosystémique en créant notamment des maillons entre les trames vertes et bleues. De cette façon, ces solutions permettent la migration des espèces végétales et aussi d'assurer des zones de transit pour la faune. On va parler de corridors écologiques. Et donc, de la même façon qu'on essaie de rendre la ville transparente du point de vue de l'eau, on essaie aussi de la rendre transparente du point de vue biologique. Un autre point, c'est que rendre la ville moins artificielle permet aussi de favoriser son adaptation au changement climatique. Donc, réduire l'artificialisation du tissu urbain par l'emploi de techniques moins minérales, plus rustiques, en quelque sorte, permet aussi d'augmenter la plasticité de la ville, c'est-à-dire qu'elle absorbera avec moins de dommages les aléas météorologiques intenses qui sont accentués par le changement climatique. Et donc, sur le volet du changement climatique, un autre point, c'est que ces méthodes permettent aussi de lutter contre les îlots de chaleur urbains, les ICU, en créant des îlots de fraîcheur. Donc, on parle souvent de végétaliser la ville pour la rafraîchir, mais pour cela, il faut qu'il y ait de l'évapotranspiration. Donc, il faut permettre à l'eau de s'infiltrer dans le sol.
Il y a une raison physique à ça, hein, c'est que lorsque l'eau s'évapore, elle a besoin d'une certaine quantité d'énergie pour passer de l'état de liquide à l'état de gaz, à l'état de vapeur d'eau. Et cette énergie, l'eau va la puiser dans la chaleur de l'air ambiant. C'est ce qu'on appelle la chaleur latente de vaporisation. Donc il y a un transfert d'énergie, l'eau gagne de l'énergie en devenant gaz et l'air en perd en se rafraîchissant. Donc c'est pour ça que l'évapotranspiration de l'eau pompée dans le sol par les végétaux est fondamentale pour lutter contre les ICU et rafraîchir la ville. Donc il ne s'agit pas simplement de végétaliser, il est aussi essentiel de maintenir une réserve d'eau souterraine. Et donc favoriser l'entretien d'une réserve d'eau souterraine permet aussi de répondre au point suivant, c'est-à-dire de contribuer à la recharge des nappes phréatiques. Puisque ça, c'est bien sûr un aspect crucial dans un contexte de changement climatique et qui est d'ailleurs souligné par les arrêtés vigilance et alerte sécheresse qui sont très fréquents ces derniers temps. Un autre point, donc, est le fait que utiliser ces solutions permet aussi de réintroduire l'eau dans la ville, de se la réapproprier en surface du tissu urbain. Et donc, cela permet d'en tirer parti par une mise en valeur esthétique et paysagère. Et donc, cela permet, dernier point, de favoriser l'amélioration du cadre de vie, un urbanisme plus serein, en tirant parti des atouts esthétiques et aussi des bienfaits psychologiques de la nature en ville, puisque dans un contexte de changement climatique, il est important pour les habitants d'être au contact de la nature dans une certaine mesure et de constater que la ville aussi sait s'adapter. Et de plus, outre ces atouts esthétiques, le végétal a l'avantage d'atténuer la réverbération du bruit, et donc aussi de contribuer à un urbanisme plus calme. Voilà donc les services non négligeables rendus par les solutions fondées sur la nature. Donc, comme je vous le disais, nous allons voir maintenant quelques-unes des différentes solutions, des différents aménagements en tout cas qui relèvent de ces solutions fondées sur la nature. Alors tout d'abord, je vais simplement mentionner que l'Adopta a réalisé un certain nombre de vidéos pédagogiques grand public sur les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales et les solutions fondées sur la nature, donc, qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube, donc je vous invite à aller à consulter, à utiliser dans votre communication. Donc pour vous en donner un aperçu, je vous propose de regarder la vidéo consacrée à la non-infiltration, qui dure une petite minute. La noue est un espace vert présentant une légère dépression qui sert à stocker temporairement vos eaux de ruissellement et à les infiltrer. Notez que contrairement au fossé, elle est peu profonde et a une capacité d'absorption rapide. Vous pouvez dans certains cas la réaliser vous-même ou bien faire appel à des engins de terrassement. Elle peut être simplement engazonnée ou plantée pour paysager votre jardin. Les végétaux mis en place dans une noue permettent d'améliorer l'infiltration des eaux de pluie dans le sol, de dégrader certaines formes de pollution et de contribuer au développement de la faune et de la flore. Pour plus d'informations sur les noues, rendez-vous sur www.adopta.fr. Voilà, donc ça vous donne un petit aperçu de ces vidéos. L'Adopta édite aussi un certain nombre de documents, notamment des fiches de sensibilisation à différentes thématiques liées à la gestion durable et intégrée des eaux pluviales, des fiches techniques, des fiches de cas qui présentent des retours d'expérience, etc. Donc des fiches, des documents qui sont disponibles sur notre site internet et que vous pouvez aussi bien sûr télécharger et utiliser pour de la documentation, de la communication. Donc, je vais maintenant passer à la partie consacrée à la présentation des différents aménagements qui relèvent des solutions fondées sur la nature, en commençant, pour faire suite à la vidéo, donc par la noue d'infiltration. Donc, c'est bien résumé par la vidéo. Hein. La noue, donc, qu'est-ce que c'est? C'est un espace vert, plutôt longitudinal, présentant une légère dépression, de façon à aménager un volume de stockage et d'infiltration de l'eau. Elle va se distinguer du fossé, notamment par l'attention portée à la qualité de son intégration paysagère. Et notamment, c'est un aménagement qui peut accueillir des éléments paysagers, en particulier des plantes et des arbustes, donc pas seulement du gazon. Il est même recommandé de planter la noue, d'y aménager de la végétation, puisque ça va favoriser sa capacité d'infiltration,
l'évapotranspiration et donc favoriser l'efficacité de l'aménagement en termes de gestion des eaux pluviales. Donc, l'ANOU permet l'infiltration des eaux de pluie dans le sol, et aussi, comme ça a été mentionné dans la vidéo, de favoriser la dégradation de certaines formes de pollution. Et pour amener l'eau dans l'ANOU, pour l'alimenter en eau, on peut procéder principalement de deux façons. Donc, première façon par ruissellement direct des eaux de pluie, depuis les zones imperméabilisées environnantes, soit sur l'ensemble, en faisant entrer l'eau sur l'ensemble de l'entrée en terre de l'ANOU, ou alors en des endroits aménagés à cet effet le long du talus. Autre façon, par apport de canalisation débouchant alors dans l'ANOU. Quelques configurations seront présentées dans les diapositives suivantes. Il faut noter alors que dans ce cas, l'arrivée d'eau est concentrée dans l'ANOU en un point, et donc il faut prévoir un dispositif d'accompagnement en entrée, un empierrement ou un caniveau par exemple, de façon à absorber l'énergie de l'écoulement et éviter l'érosion superficielle. Donc, si la perméabilité du sol ou l'emprise foncière destinée à l'ANOU ne permettent pas d'aménager tout à fait le volume de stockage nécessaire, il est possible d'ajouter dans l'ANOU une tranchée d'infiltration. Cette tranchée d'infiltration est remplie de matériaux poreux, et donc elle permet d'augmenter la capacité de stockage du sol au droit de l'ANOU. Le matériau de remplissage de cette tranchée peut être de la grave 2080 non traitée, qui présente un indice de vide de l'ordre de 35%, ou des caissons de structure alvéolaire ultra-légère, qui ont un indice de vide qui avoisine plutôt les 95%. Le matériau de remplissage, en tout cas, doit être séparé du sol par un géotextile de façon à éviter le colmatage, ou tout au moins le mélange entre le matériau de remplissage et le sol encaissant, qui aurait pour conséquence de dégrader les caractéristiques, notamment le volume de stockage de la tranchée d'infiltration. Alors, donc nous allons voir quelques exemples de réalisation. Voilà, donc ici, sur ces photos, donc, vous voyez que l'ANOU peut s'adapter à différents contextes, à différents types d'aménagements. Donc, en haut à gauche, on se situe plutôt dans une zone d'habitation. Alors là, il s'agit de la cité des Bonniers à Wagny, dans le Pas-de-Calais. Donc, une zone d'habitation, un lotissement avec des noues présentant une emprise réduite et plantée de par la végétation, donc, avec une valorisation paysagère. En haut à droite, là, on est plutôt dans une zone industrielle, c'est la zone industrielle des Prés-Lorib, la Flers-en-Escrebieux, dans le nord. Donc, là, on a une noue qui est partiellement végétalisée, avec une emprise plus importante, et vous voyez aussi équipée d'un caniveau, de façon à évacuer un éventuel excédent, si la capacité d'infiltration des flancs est dépassée. Donc un aménagement qui est adapté pour accepter des volumes plus importants sur une emprise foncière plus vaste. En bas à gauche, donc, il s'agit donc là, vous voyez, d'une noue le long d'une voirie, dans une zone commerciale, avec des plantations d'arbres, ce qui peut présenter un intérêt vis-à-vis de la pérennité de l'ANOU dans ce contexte. On y reviendra un peu plus tard. Et donc enfin en bas à droite, dans une zone commerciale, ici, c'est à Noyelles-Godeau, dans le Pas-de-Calais. Donc là, cette noue, en termes d'alimentation, récupère les noues de toiture des bâtiments voisins. Donc, vous voyez qu'ici, l'aménagement est un peu plus étalé, avec un aménagement un petit peu sous forme d'espace vert. Donc là, quelques exemples de réalisation de noues dotées d'une tranchée d'infiltration. Donc ici à gauche, la noue sur le territoire de Douaisis-Aglo, a pour particularité que c'est la mise en charge de la tranchée d'infiltration située sous la noue qui va alimenter celle-ci. En fait. Donc l'eau arrive directement dans la tranchée d'infiltration, et quand celle-ci est en charge, l'eau passe dans la noue au-dessus. Et à droite, donc une photo de noue à Saint-Lenoble. Donc cette noue ici est alimentée par les eaux de voirie, et donc on voit que des points d'alimentation ont été aménagés à droite le long de la bordure. Ici, quelques exemples qui montrent que la noue peuvent non seulement s'intégrer dans un environnement urbain dense, mais aussi, comme on l'a mentionné, servir à le structurer, par exemple en séparant la chaussée des voies piétonnes ou en encadrant des places publiques, etc. Et donc, on retrouve bien le principe de multifonctionnalité, c'est-à-dire qu'à la fonction d'organisation de l'espace, d'espace vert esthétique, s'ajoute la fonction de gestion des eaux pluviales. Donc, comme annoncé, voilà quelques exemples d'alimentation des noues, donc, qui illustrent un point qu'on évoquait précédemment, à savoir qu'on peut alimenter les noues soit en des points isolés
dédié à cela, donc un peu comme sur les photos, par exemple en bas à gauche, en bas à droite, ou aussi la photo du centre en haut, donc la photo qui provient de Saint-Lenoble également. Ou bien on peut alimenter l'anneau sur l'ensemble du bord du talus, de l'entrée en terre. Donc, ici, un exemple de nous qui provient de l'écoquartier des Rives de la Haute-2, la Lille. Donc, cette noue récupère les eaux de toiture du bâtiment qu'on voit ici sur les photos, qui sont acheminées vers la noue en passant sous la voie piétonne, avec à l'arrivée, comme on voit sur le petit encadrement en haut à gauche, un caniveau, comme on l'a mentionné, pour éviter l'érosion. Et on voit aussi que la noue est entièrement végétalisée, il y a des arbres qui poussent dedans, de la végétation, des arbustes, et donc on note le soin apporté à la qualité paysagère de l'aménagement qui contribue à l'amélioration du cadre de vie. Donc, maintenant que nous avons vu ces quelques exemples, nous allons aussi parler de quelques retours terrain, quelques bonnes habitudes à prendre et aussi quelques erreurs à éviter. Donc, ce qui est illustré, en l'occurrence, par cette diapositive, c'est le fait qu'il faut notamment être vigilant lors de la réalisation à ce que les flancs de la noue ne soient pas compactés, car cela altère la perméabilité du sol, bien sûr, et donc la capacité d'infiltration de la noue. Et sur ces photos, on constate que l'eau donc s'infiltre mal et a tendance à stagner. Un autre point important est qu'il faut aussi anticiper la réalisation de ces aménagements dans les projets pour que la végétation ait le temps de pousser. Donc il ne faut pas s'en occuper en dernier, au risque non seulement de réduire, d'altérer complètement leurs atouts paysagers et esthétiques, mais aussi de donner une mauvaise image, une image négative en tout cas de ces aménagements. On voit sur ces photos que donc, le projet est terminé, les maisons sont habitées, mais les riverains, au lieu de voir justement d'avoir de belles noues végétalisées sous leurs fenêtres, ont ces sortes d'espaces un petit peu terreux parce que la végétation n'a pas eu le temps de s'installer. On ne voit pas la valorisation des aménagements ici. C'est ça qui est un peu dommage. Alors un point auquel il faut être attentif, c'est la végétation utilisée pour aménager la noue. Donc là, alors à gauche, il s'agit d'un exemple issu d'une petite commune qui a souhaité avoir recours à la gestion durable et intégrée des eaux pluviales. Le problème qui a été rencontré ici est en fait que les végétaux utilisés n'étaient pas adaptés. C'est-à-dire que dans une noue, il faut des végétaux qui admettent la présence épisodique d'eau en surface. Donc, pas des végétaux qui ont besoin d'eau en surface, à surface libre en permanence, et pas des végétaux qui vont non plus suffoquer dès la première immersion. Et or, les espèces plantées ici ne se développent qu'en zone humide, en fait. Donc, elles nécessitent la présence d'eau en permanence. Donc, il faut implanter une végétation adaptée et aussi prendre garde aux espèces alloctones ou aux espèces invasives. Donc, on viendra plus tard sur des bonnes pratiques en végétalisation. En l'occurrence, donc, le Conservatoire botanique national de Bailleul a été sollicité pour diagnostiquer le problème sur cet aménagement et proposer des solutions. Donc, sur la photo de droite, donc là, assez clairement, le problème est qu'en fait, il n'y a aucune végétation qui n'a été implantée, ce qui altère complètement l'intérêt esthétique et paysager de l'aménagement. Et d'autre part, ça réduit la capacité d'évacuation de l'eau, puisqu'il n'y a pas d'évapotranspiration, ni d'augmentation de la porosité du sol par le système racinaire. Et on constate aussi, à la présence de déchets, que cela entraîne une certaine négligence des passants, des riverains et dans l'entretien du site. Et donc, ces illustrations présentent ici un petit défaut dans la conception d'alimentation de la noue. Donc, l'arrivée d'eau, il y a ici, comme vous le voyez, en bas à droite, il y a une bordure, alors que la noue est déjà équipée de potelets de protection, et seulement 2 ouvertures ont été aménagées dans la bordure. Alors qu'en fait, on constate qu'il aurait été possible d'en aménager davantage. On voit, alors, sur cet aménagement aussi, il y a une pente, et pourtant, l'arrivée d'eau, le point d'arrivée d'eau dans la noue ne se situe pas au point haut. Donc, on perd une partie de l'eau qui arrive sur l'aménagement. D'autre part, on voit ici en haut à gauche que les ouvertures sont vraiment perpendiculaires à la pente et leur géométrie n'a pas été faite pour dévier l'eau vers la noue, comme on a pu le voir sur des exemples d'alimentation plus tôt. Et donc, on ne récupère pas non plus tout le flux incident. Et on voit aussi donc qu'il y a une accumulation de dépôts en haut à gauche, au niveau de l'entrée, du point d'entrée, qui va former un bourrelet, un barrage, et qui là aussi va limiter la quantité d'eau qui peut alimenter la noue. Et donc,
un dernier exemple sur les retours d'expérience, les précautions à prendre. Ici, le problème est un défaut de protection. Autant avant, on avait un surcroît de protection, une bordure, plus des potelets, etc. Ici, on n'a pas du tout de protection, et donc on voit le problème. Les deux photos proviennent du même site, sur une zone d'activité. Donc une noue a été aménagée pour gérer d'une part les eaux de la voirie à gauche, et une autre pour gérer celle de la zone de stationnement à droite. Et donc, comme il n'y a pas de protection, certains usagers passent en voiture sur la noue, d'où l'état de dégradation dont témoignent ces images. Donc, il est important d'aménager tout de même quelques protections, en particulier dans les zones de circulation de véhicules. Et donc, à noter qu'une noue végétalisée plantée d'arbres et d'arbustes découragerait naturellement ce type de comportement, à tous les sens du terme. Donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'intérêt de végétaliser. Donc, la noue est un espace qui s'adapte bien à différents contextes, et c'est un espace vert qui est, comme je l'ai dit, donc plutôt aménagé de façon longitudinale quand on dispose d'un espace sur le périmètre, par exemple le long de bâtiments ou en bordure de voirie. Mais lorsque on dispose éventuellement davantage d'espace d'étalement, en quelque sorte, il est aussi possible d'aménager ces espaces, ces solutions différemment. Donc c'est l'objet du jardin de pluie, donc dont le principe est similaire à celui de la noue. Il s'agit d'une dépression plantée qui permet la rétention temporaire des eaux et aussi leur infiltration et leur évaporation. La spécificité par rapport à la noue ici, c'est que leur forme est beaucoup plus libre. Donc le temps de séjour de l'eau dans ces aménagements est préférentiellement court, étant donné leur emplacement dans des espaces verts, des jardins. Et donc ces solutions peuvent être mises en place à la parcelle ou bien à l'échelle d'un aménagement. Voici quelques exemples. Donc on voyait que, outre leur fonction de gestion des eaux pluviales, ils jouent un rôle esthétique appréciable. Il faut toutefois, comme on l'a dit, veiller à ce que les végétaux plantés acceptent la présence épisodique d'eau à surface libre. Les jardins de pluie, donc, figurant sur ces photos, vous le voyez, sont équipés d'une alimentation directe. On voit sur la photo de gauche, voilà, le tuyau d'alimentation qui débouche dans le talus. Donc des jardins qui récupèrent, par exemple ici, des eaux de toiture qui sont amenées par alimentation directe. Le jardin de pluie donc, est une technique qui permet une gestion à la parcelle, et il est possible également d'envisager d'autres types de techniques de plus grande envergure pour gérer des espaces plus vastes. C'est l'objet de la mare et du plan d'eau notamment. La mare et le plan d'eau donc, peuvent récupérer des eaux de pluie, par exemple des eaux de toiture, dans des zones d'habitation, des zones résidentielles. Donc la mare est étanche. Elle est équipée d'une géomembrane pour faire en sorte qu'il y ait toujours une certaine quantité d'eau dedans, et donc ça permet aussi d'utiliser une plus grande diversité d'espèces végétales, et notamment des espèces qui nécessitent la présence d'eau permanente. Donc, il y a nécessairement une évacuation, par exemple avec une surverse, ou bien l'infiltration peut aussi se faire plus haut sur les flancs de la mare. Et donc, ces aménagements sont très favorables à la biodiversité également, puisqu'ils présentent une emprise un peu plus grande, une plus grande diversité d'espèces, et donc, d'autre part, sont souvent grillagés pour des raisons de sécurité et donc mieux protégés. Donc, la mare et le bassin sont des aménagements dotés aussi d'atouts esthétiques et pour la biodiversité qui s'accordent bien avec des zones d'habitation et des secteurs résidentiels. Mais dans le cas de secteurs avec des enjeux plus sensibles, comme des plateformes autoroutières ou des zones industrielles, une solution qu'on connaît bien, c'est le bassin. Donc le bassin est un aménagement qui est conçu pour récupérer des volumes importants, qui occupe un foncier significatif. Et donc, comme on le voit sur la photo de gauche, souvent c'est un équipement qui est conçu avec une vocation exclusivement hydraulique. Mais là aussi, il est possible de le valoriser en termes esthétiques et de biodiversité. Donc on voit à droite ici un bassin qui occupe la même fonction que celui de gauche, mais avec une plus-value significative de végétalisation et de qualité environnementale. Donc, nous avons vu un certain nombre d'aménagements, donc là, la noue, la mare, le plan d'eau, le bassin, qui relèvent globalement du principe d'aménager un espacement, une dépression pour recueillir l'eau et favoriser son infiltration, son évapotranspiration. Mais il existe aussi un certain nombre d'autres solutions plus spécifiques,
Donc, je vais laisser la parole à Elia pour les présenter. Merci Florent. Bonjour à tous. Elia Demo, je suis animatrice territoriale sur la partie Picarde, principalement l'Oise-Hélène de la région Hauts-de-France, donc sur la thématique de la gestion durable et intégrée des eaux pluviales. Alors, parmi ces autres techniques que vous mentionnez, Florent, à l'instant, il y a d'abord les échelles d'eau. Les échelles d'eau, on le voit sur la petite image à droite, ce sont des bacs sans fond qui sont en plastique, qui sont très faciles à transporter et qui sont idéaux à installer chez les particuliers, notamment, comme on peut le voir sur la photo qui est là, en limite de propriété, éventuellement au pied des haies. Ce sont en fait des structures qui permettent d'avoir un volume de stockage d'eau pluviale connu, c'est-à-dire de 250 litres. Et donc, pour le dimensionnement d'une récupération d'eau pluviale chez un particulier, ça simplifie le calcul de dimensionnement et on sait plus facilement quel volume d'eau on est capable de gérer. Donc la diapo suivante montre en fait des exemples de ces échelles d'eau qui sont utilisées sur le terrain. On s'aperçoit qu'il vaut mieux y planter des espèces qui vont permettre de recouvrir ces bacs en plastique, de façon à faire en sorte de cacher un petit peu ce plastique. L'idéal également à la période de la perte des feuilles est de venir enlever les feuilles des bacs. Ces bacs sont installés en cascade de façon à ce qu'ils se remplissent les uns après les autres et qu'on ait donc une gestion des eaux pluviales chez les particuliers. Une autre technique qui relève des revêtements perméables, ce sont les dalles gazon. Les dalles gazon, ce sont des zones d'espace vert, donc on considère cela comme un espace vert, qui sont résistantes au passage des véhicules. Comme on le voit sur la photo, on peut les installer sur des parkings. Il est également possible de les utiliser pour les voies d'accès pompiers. C'est faisable, bon, sauf en contexte ICPE, bien sûr. Et sur la diapo suivante, voilà, on a des exemples de mise en œuvre de ces dalles gazon sur le terrain, que ce soit dans des petites communes, chez des particuliers, ou alors dans des communes un petit peu plus grandes au milieu. L'élément auquel il faut faire attention avec ces dalles gazon, donc, c'est la pose qui, pour toute technique de gestion des eaux pluviales, doit être réalisée dans les règles de l'art. Donc, sur la diapo suivante, on voit que il y a eu un défaut de pose de ces dalles gazon. Et ici, le défaut de pose concerne la structure porteuse. Pour que ces dalles soient posées et fonctionnent correctement, il faut que la structure porteuse soit capable d'accepter le poids des véhicules qui vont venir se positionner dessus. Généralement, cette structure porteuse, elle est faite d'un mélange terre-pierre qui va permettre à la fois d'avoir suffisamment de résistance et de permettre au gazon de s'enraciner dans le sol et de tenir dans la durée. Un autre écueil à éviter lorsqu'on ne prend pas de dalles pré-engazonnées, si on prend des dalles et qu'on les engazonne soi-même, c'est de ne pas trop remplir ces dalles. Là, ici, les dalles qu'on voit sur la photo ont été beaucoup trop remplies. Et ce qui se passe, c'est que lorsque les véhicules roulent sur ces dalles, elles viennent arracher le collet du gazon et empêchent le gazon de pousser correctement, ce qui finit par en fait camoufler les dalles et dysfonctionner. On finit avec un espace boueux alors qu'on avait prévu à l'origine d'avoir un espace engazonné. Voilà pour ces dalles gazon. Les espaces verts inondables sont une autre façon de gérer les eaux pluviales. Ce sont avant tout des espaces multifonctionnels. Donc par temps sec, ce seront généralement des espaces récréatifs. Et par temps de pluie, on va leur ajouter une fonction hydraulique, notamment avec des coupes assez fines du nivellement et du terrassement de ces espaces pour amener l'eau doucement ou de façon douce vers les zones où on veut la gérer et où on veut qu'elle soit infiltrée. Et évidemment, par tout temps, ces espaces-là ont une fonction paysagère. Donc la toiture végétalisée, ça c'est une technique qui a pour but d'absorber une partie des eaux pluviales qui tombent sur la toiture et de ralentir le reste des eaux pluviales. Donc, l'eau qui tombe sur cette toiture va être tamponnée, utilisée en partie par la végétation, évapotranspirée, et l'excédent va s'écouler par les gouttières
et sera à rediriger vers des ouvrages d'infiltration en pied de bâtiment. Il en existe plusieurs types. Des toitures extensives, comme on le voit à droite, dont le substrat fait de 4 à 15 cm. Ces toitures-là peuvent s'installer sur des toits en pente. Généralement, là, on y retrouve en termes de végétation des mousses, des sédums et éventuellement des graminées. Au milieu, vous avez un entre-deux qui permet de faire du paysage, qui est la toiture semi-intensive, avec un substrat de 12 à 30 cm. On y retrouvera des vivaces, des graminées, éventuellement de petits arbustes. Et enfin, vous avez la toiture intensive qui, là, aura un substrat supérieur à 30 cm et sur laquelle on va pouvoir retrouver à peu près toute la strate de végétation, donc de la mousse sédum, de la graminée, à carrément des petits arbres sur une toiture. Donc, tout ça permet en fait de recréer des zones de végétation supplémentaires en milieu urbain. Pour ces toitures-là, vous avez un document de référence qui sont les règles professionnelles pour la conception et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées qui est téléchargeable sur le site internet de la DIVET. Et donc, on vous invite à consulter si vous souhaitez en savoir plus sur ces toitures végétalisées. Ces toitures ont énormément d'avantages. Ici, vous avez plusieurs photos de réalisation de ces toitures. Donc, de la toiture extensive en haut à gauche à la toiture intensive en bas à gauche, en passant par une toiture semi-intensive à droite. Il y a beaucoup d'avantages, donc je le disais, à ces toitures végétalisées. En premier lieu, l'isolation, qu'elle soit thermique ou phonique. En termes d'isolation thermique, il faut savoir qu'on peut avoir des différentiels de température qui peuvent monter jusqu'à 50 degrés entre le jour et la nuit en été, et que lorsqu'il n'y a pas de végétation sur une toiture, c'est la toiture elle-même qui encaisse ces chocs thermiques. Là, c'est la végétation étudiée pour résister à ces différentiels qui absorbe le choc thermique et qui permet d'augmenter l'étanchéité de votre toiture et donc la longévité de cette toiture lorsque, bien sûr, elle est réalisée dans les règles de l'art. Donc, ces toitures, elles peuvent abattre jusqu'à 80% des pluies en été avec l'évapotranspiration qui est non négligeable, notamment avec le soleil. Et en hiver, on peut monter jusqu'à 15% d'abattement des toitures. Sur les photos qui s'affichent, vous avez en bas à droite le musée Archéos. Donc, je vous disais tout à l'heure que les toitures extensives pouvaient s'installer sur des toits en pente. C'est le cas sur ce musée-là. C'est une toiture extensive qui est sur un toit en pente. Là, la pente est assez faible. Il est possible de mettre ces toitures sur des toits bien plus pentus. Et enfin, dernier exemple, en milieu urbain dense. Donc là, c'est une projection. Et on voit bien que ces toitures permettent vraiment d'agrandir l'espace vert et d'améliorer le cadre de vie dans des milieux urbains denses. Une autre méthode de gestion des eaux pluviales en milieu urbain, c'est l'arbre de pluie. Un arbre de pluie, ça s'apparente à un arbre normal, sauf que sous cet arbre, il va y avoir une fosse de récupération des eaux pluviales. Donc, on le voit sur la grille, sur la photo d'en bas. Cette grille-là va récupérer en fait les eaux de ruissellement d'un espace imperméable et va rediriger ces eaux vers la fosse qui est drainée et qui permet de donner à l'arbre un espace favorable à sa croissance et à sa bonne santé. Sur la photo, sur la diapo suivante, on voit un exemple d'installation et en haut à droite de la photo, on voit bien la grille qui est assez discrète et qui en fait va récupérer les eaux de ruissellement de l'espace bétonné derrière et amener ces eaux dans la fosse de l'arbre à pluie qui se trouve sous l'espace vert que vous avez. Autre chose qu'il est intéressant de noter sur cette photo, c'est l'absence de bordure. Donc vous avez des pavés, un espace pavé, un espace piéton, qui n'est pas borduré et qui permet même à la pluie qui va ruisseler sur cet espace-là de venir tout de même s'infiltrer au pied de cet arbre et dans cet espace vert en ruisselant sur la surface du sol. Un exemple ici de ce que la gestion durable des eaux pluviales peut apporter à la végétation en milieu urbain. Cette photo a été prise à Crépy-en-Valois, dans l'Oise, et il faut savoir que les platanes des deux côtés de la route ont été plantés en même temps. Et qu'on voit bien sur la photo que les platanes de gauche sont plus développés,
plus gros, avec un houppier plus important que les platanes qui sont les platanes. Donc les platanes de droite sont plus développées que les platanes de gauche. Alors pourquoi? Eh bien, vous voyez qu'à droite, en fait, l'espace vert qui est au pied des platanes n'est pas entouré de bordure. Il est plat, il est au même niveau que le trottoir. Et en fait, le trottoir de droite, qui est assez large, est penté vers cet espace vert et donc amène les eaux pluviales de ce large trottoir vers l'espace vert, ce qui profite aux platanes. À gauche, il y a également un espace vert autour du pied des platanes, mais cet espace engazonné est borduré par une toute petite bordure de 2 ou 3 cm et donc empêche l'eau pluviale du trottoir de venir alimenter en eau les platanes. Et les platanes de gauche perdent leurs feuilles 3 semaines avant ceux de droite. Voilà. C'est la route de Soissons à Crépy-en-Valois. Alors maintenant, on va passer, je vais vous parler un petit peu de l'entretien de ces techniques, puisque une fois qu'elles sont en place, il y a un certain entretien à avoir sur ces techniques végétalisées. Donc en premier lieu, parlons un petit peu des noux. Les noux sont un espace vert en creux et donc s'entretiennent comme un espace vert. Le coût d'entretien d'une noue est équivalent à celui d'un espace vert. Si vous voulez, le principe ici va être d'utiliser les espaces verts prévus ou existants pour les transformer, faire en sorte qu'ils soient plus bas qu'un passage à côté, qu'ils puissent récupérer les eaux pluviales des zones imperméables à côté, et donc être en meilleure santé, mais ça reste vraiment un espace vert. Donc pour ces noux, le conseil que l'on peut vous donner, c'est avant tout de les planter et non pas seulement de les engazonner. Donc que ce soit avec des plantes couvre-sol ou bien avec des arbres ou des arbustes, il sera moins coûteux d'entretenir une noue plantée avec des espèces qui demandent moins d'entretien plutôt qu'une noue engazonnée où là, par exemple, en période de pluie-soleil comme actuellement, on va devoir passer la tondeuse très régulièrement. Donc en fait, de 15 à 20 interventions par an sur une noue engazonnée, vous allez passer à 2 à 3 interventions par an pour tailler les arbres, les arbustes, éventuellement ramasser les déchets si jamais il y a des déchets dans cette noue, et éventuellement quelques feuilles mortes. Ce qui est important de mettre en place lorsque l'on se met à entretenir les noux, notamment avec éventuellement une gestion différenciée, du paillage ou bien des méthodes de fauche tardive, par exemple, c'est d'avoir une formation de ces équipes techniques et une communication importante avec ces équipes techniques. Éventuellement, il peut être imaginé de mettre en place un cahier d'entretien pour préserver la faune et la flore des noux, essayer de garder un petit peu en mémoire ce qui s'est passé sur ces noux, et donc faire en sorte que toute l'équipe technique en charge de cette noue soit au courant. Donc il faut bien sûr, si l'on se met à faire des noux en gestion différenciée, accompagner ce changement de pratique. Concernant maintenant les toitures végétalisées, ah oui, pardon. Alors, il y a des exemples ici de noux plantées. Vous avez donc à gauche, vous avez 2 noux à gauche qui sont plantés avec des espèces couvre-sol. Donc là, je crois qu'en bas, il y a par exemple du lierre. Et en haut, vous avez des graminées et des espèces qui demandent peu d'entretien. À droite, vous avez en fait des espaces verts qui sont plantés avec des arbres et des arbustes qui de toute façon demandent à être entretenus et qui pour le coup ont été faits en creux, reçoivent les eaux pluviales et donc ne demandent pas davantage de travail, d'entretien que s'ils avaient été en dôme comme on le voit trop souvent malheureusement aujourd'hui. Voilà pour ces exemples de noux et l'entretien des noux. Et donc les toitures végétalisées, on conseille pour ces toitures-là de faire environ 2 passages par an. Donc un premier avant l'été pour contrôler les avaloirs, les descentes d'eau pluviale et éventuellement s'il y en a des appareils de régulation de débit. Et un deuxième passage après l'automne pour ramasser les éventuelles feuilles mortes, les éventuelles espèces invasives que vous pourrez ramasser. Alors attention, bien sûr, sur les toitures végétalisées, il ne faut pas utiliser de produits phytosanitaires. Il faut désherber à la main lorsqu'il y a lieu de désherber pour faire en sorte que les produits phytosanitaires ne se retrouvent pas en fait en pied de bâtiment dans l'ouvrage de
d'infiltration des eaux de surverse de la toiture végétalisée et faire en sorte que ces produits ne se retrouvent pas au milieu naturel. On passe maintenant à la dernière partie de cette présentation qui s'intéresse aux conditions pour une bonne végétalisation de tous ces espaces faits avec des solutions fondées sur la nature. Donc, il y a un certain nombre de précautions à prendre pour végétaliser correctement un espace et il y a pas mal d'organismes qui existent en France pour vous aider, pour vous accompagner dans cette démarche, notamment les conservatoires botaniques nationaux qui peuvent vous conseiller sur les espèces qui sont locales, donc attention aux espèces allochtones, il vaut mieux choisir vraiment des espèces locales. Les CAUE qui peuvent vous accompagner également sur les notions de paysage, notamment le CAUE de l'Oise a publié un guide sur quels végétaux utiliser pour quels aménagements. Les CPIE qui font énormément d'animation et d'accompagnement et de journées de sensibilisation. Les parcs naturels régionaux, pour Plantécité. Voilà, il y a beaucoup d'organismes aujourd'hui qui sont capables de vous accompagner sur ces thématiques-là. Si vous souhaitez obtenir leurs coordonnées, vous pouvez soit chercher sur Internet, soit nous solliciter, notamment dans la région des Hauts-de-France et dans la région Grand Est, là où nous sommes plus présents. Donc, le principe général de la végétalisation, d'une bonne végétalisation est, comme je le disais, de sélectionner des espèces locales et bien adaptées au milieu. L'idée, c'est de viser une grande diversité des espèces choisies qui va permettre d'augmenter la perméabilité du sol et de favoriser donc cette biodiversité. En ayant plusieurs strates de végétation, vous allez avoir le système racinaire des végétaux qui va augmenter la capacité d'absorption de l'eau et la perméabilité du sol. Il faut savoir que la perméabilité de la partie pédologique du sol, donc les 30 à 40 premiers centimètres de ce sol, sont très très perméables et sont souvent supérieurs à ce qu'on retrouve en dessous, donc là où on fait nos essais de perméabilité très souvent. Et donc il est très intéressant de végétaliser. Un sol vivant avec des vers de terre, une faune bien développée, aura une capacité d'absorption, de rétention et d'utilisation de l'eau qui sera supérieure à un espace simplement engazonné ou alors avec une diversité plus pauvre. Et enfin, je terminerai sur un point très important qui est la communication. Il est très important de communiquer à l'amont sur ces projets de végétalisation, éventuellement pour accompagner les changements de pratique, pour sensibiliser à l'amont et faire en sorte qu'on n'ait pas de problème, notamment avec les particuliers qui pourraient penser qu'une pelouse non tondue n'est pas esthétique, alors qu'il y a des plans de gestion différenciés qui rendent les espaces verts très, très, très beaux. Et tout ça, c'est une question simplement d'acceptation de changement de pratique. Il peut être imaginé de mettre certains panneaux explicatifs, de faire des journées de sensibilisation. Donc voilà, je terminerai sur ce point, qu'une bonne communication est essentielle pour faire accepter ces changements de pratique et cette végétalisation dans les milieux urbains. Voilà. Donc, merci à vous. C'est Manon Paradowski qui a récupéré toutes vos questions dans le chat et qu'on va maintenant inviter à nous donner, à nous lister ces questions. Et je vais laisser le président de l'Adopta, M. Jean-Jacques Hérin, répondre à ces questions. Merci Elia et merci Florent pour votre présentation. Alors, je vous propose dans un premier temps de commencer par les questions d'ordre général. La première étant, y a-t-il des plantes plus sujettes à l'évapotranspiration que d'autres? Alors, tout d'abord, bonjour à tout le monde. Pour ceux que je n'aurais pas salués, pour ceux qui seraient arrivés un petit peu moins plus tardivement que d'autres. Voilà, donc on va essayer de répondre effectivement à l'ensemble des questions. Alors, cette première question sur y a-t-il des végétaux plus évapotranspirants que d'autres? Oui, bien sûr. Tout ce qui est végétation, je dirais méditerranéenne, qui est habituée à vivre avec très peu d'eau, va très peu évapotranspirer. En revanche, de la végétation qui a l'habitude d'avoir de vivre en présence d'eau va beaucoup plus évapotranspirer. Je prendrai juste un exemple, un saule.
un saule évapotranspire de l'ordre de 800 litres jour. Voilà. Saule a l'habitude de vivre dans l'eau, aussi quand il n'y a pas d'eau, donc ce sont des espèces végétales qui peuvent être tout à fait adaptées, d'autant plus qu'un saule peut être mené en tétard, hein, comme on l'appelle, c'est-à-dire qu'on régulièrement, tous les 10 ou 15 ans, on va rabattre sa ramure, son houppier, de façon à ce qu'ils prennent moins de place dans l'espace urbain. Donc, ce sont des espèces végétales qu'on peut tout à fait introduire en ville. On n'a pas trop l'habitude, certes, mais ce sont des espèces tout à fait possibles. Voilà. Ce qui est important dans la végétalisation, Florent l'a dit, Eliane a insisté aussi là-dessus, c'est la mixité de la végétation. Plus vous avez de végétation différente dans un espace vert ou dans une noue, et plus vous allez avoir un développement racinaire différent, diversifié, profond, qui va garantir la perméabilité de votre noue. En plus de l'évapotranspiration, en plus du fonctionnement, je veux dire, biologique complexe d'un sol, il va se passer plein de choses dans ce sol et c'est extrêmement important et favorable au bon fonctionnement de cet espace consacré à la gestion de l'eau. Donc, il y a une deuxième question relative à l'évapotranspiration. Y a-t-il un logiciel en particulier à utiliser afin de dimensionner ces ouvrages à partir de l'évapotranspiration? Alors, très clairement, on ne dimensionne pas un ouvrage vis-à-vis de l'évapotranspiration. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est encore une donnée scientifique qui est très peu documentée. Il y a encore très peu de choses sur l'évapotranspiration. Ce sont des choses qui commencent seulement à arriver, notamment avec l'usage des jardins de pluie urbains, où là, on a une alimentation en eau de la végétation qui est quasi constante, puisqu'il y a une réserve d'eau associée à ce jardin de pluie urbain. Et là, on constate, pour vous donner quelques repères, mais ça ne sera que des repères pour l'instant, l'évapotranspiration qui a été mesurée sur quelques exemples spécifiques au type de recherche un peu fondamentale montre qu'on est sur des valeurs d'évapotranspiration 4 fois supérieures, jusque 4 fois supérieures à ce que Météo France annonce. Mais parce qu'il y a une alimentation en eau quasi continue de cette végétation qui peut donc plus facilement évapotranspirer, et notamment en période chaude. Voilà. Donc c'est une science qui est encore, je veux dire, balbutiante au terme de l'acquisition de données scientifiques. Et deuxième raison pour laquelle on ne dimensionne pas en fonction de cette capacité évapotranspiratoire, pardon, je vais y arriver, c'est que l'évapotranspiration se fait dans le temps, donc ça se joue en question de jours, voilà, alors que votre dimensionnement, vous en avez besoin vis-à-vis de l'intensité de la pluie. Voilà. Et donc, on n'est pas sur les mêmes notions de temps. L'évapotranspiration prend son sens lors d'un calcul de vidange global sur des temps relativement longs, mais sur une durée de 24 heures. Si vous voulez vidanger un ouvrage par infiltration, etc., sur 24 heures, l'évapotranspiration ne représente que quelques pourcents. Donc, ça n'a pas d'incidence, ça ne peut pas avoir d'incidence sur votre calcul de dimensionnement. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que la pluviométrie se modifie. On constate des intensités de pluie beaucoup plus fortes. Donc, ça veut dire qu'il pleut plus, ou pas plus, mais sur des temps beaucoup plus courts, et que ce n'est pas l'évapotranspiration, le temps de la pluie, qui va vous permettre de garantir le volume de stockage dont vous avez besoin en premier lieu. Alors, autre question d'ordre général, est-il nécessaire de prévoir un arrosage automatique dans des aménagements? Alors, très clairement, aujourd'hui, c'est non. L'objectif, vraiment, et vis-à-vis de l'adaptation au changement climatique,
L'objectif, c'est qu'on retrouve de la végétation qui soit adaptée à notre climat et à notre climat qui change. Lorsqu'on va être en stress hydrique, que la végétation va avoir besoin d'eau si on veut arroser, il faut savoir qu'on va être aussi en stress hydrique pour les besoins humains. Et donc, il n'est pas question aujourd'hui, la tendance aujourd'hui qui se généralise, c'est on ne va pas arroser les plantes alors que nos activités humaines vont manquer d'eau. Voilà. Et donc, il y a un gros travail à faire réaliser sur l'évolution de la conception même des espaces verts, d'une façon générale, pour tendre vers zéro arrosage, de façon à ce que, eh bien, on n'ait pas concurrence d'utilisation de l'eau au moment les plus cruciaux. Ensuite, l'eau ne cause-t-elle pas de compactage hydraulique avec le temps ou une baisse de la perméabilité? Alors non. Le meilleur exemple pour bien cerner cette problématique-là, c'est la forêt. Sur la forêt, il n'y a pas de compactage. Or, il pleut sur la forêt, elle est végétalisée. Voilà. Et tout ça, c'est parce que vous avez un système en sous-sol, dans le sol, qui est extrêmement bien, comment dirais-je, complexe et qui se réalise et qui fait que finalement, c'est en équilibre et il n'y a pas de compactage particulier. C'est vraiment le plus important, c'est encore une fois la diversité de végétalisation dans les noues. Les espaces verts qui ne sont que des pelouses, c'est quelque chose qu'il faut, alors je ne dis pas qu'il ne faut plus faire de pelouse, hein, mais en tout cas, ce n'est pas celles-là, ce ne sont pas les pelouses qui sont les plus riches en termes de biodiversité, ce ne sont pas les plus économiques en termes de coûts d'entretien, et donc il faut faire évoluer les pratiques en végétalisant beaucoup plus et beaucoup plus densément et de façon beaucoup plus diversifiée nos villes. Et ça, pour la gestion de l'eau, ça sera d'autant mieux. Comment fait-on quand on a des sols relativement perméables et notamment argileux? Faut-il mettre en place une tranchée d'infiltration? Alors, clairement, la gestion de l'eau, c'est par la gestion intégrée et durable des eaux pluviales, c'est toute une alchimie. C'est moins vous avez des terrains perméables et plus il faut chercher de la surface. Voilà. On entend souvent dire à 10-6 ou à 10-7, à 10-7, je ne peux pas infiltrer. Ce qui est faux. Et c'est d'autant plus faux que généralement, les argiles, je suis d'accord qu'elles ne sont pas très favorables, mais on n'a jamais d'argile affleurante. On a toujours un sol, et si vous végétalisez un sol, vous n'aurez pas des perméabilités de cette partie de sol, de la partie qu'on appelle pédologique, à 10-7. Un sol pédologique, c'est une perméabilité à 10-3. Ça a été montré dans le PowerPoint. La perméabilité d'un sol bien vivant, c'est une porosité de 40%. C'est énorme. Voilà. La meilleure des preuves, c'est qu'en forêt, quand il pleut, eh bien, vous ne voyez pas de formation de flaques en surface, même si parfois les sols de forêt, les sous-sols de forêt sont parfois de la roche et de la roche dure. Si vous allez à Fontainebleau, les grès de Fontainebleau, au-dessus vous avez une forêt et il n'y a pas de formation de flaques. Donc ça c'est très important. Et donc, la différence entre une perméabilité de 10-6 et 10-7, si à 10-7, vous utilisez 10 fois plus de surface qu'à 10-6, vous avez finalement le même résultat au bout du compte. Donc, on voit bien que pour réussir un aménagement et la gestion locale de l'eau, eh bien, c'est de surtout travailler le plan masse, d'utiliser le plus de surface possible, le moins de ruissellement, le moins de concentration de l'eau en un espace donné. Et avec ça, on arrive partout à gérer comme il faut cette eau pluviale. Ceci étant, je rappelle toutefois que quand on parle d'une perméabilité de 10-7 mètres par seconde, une perméabilité de 10-7 mètres par seconde permet d'infiltrer presque 9 mm par jour. 9 mm d'eau. C'est-à-dire que même à 10-7,
et 10-7, c'est franchement pas courant de l'avoir, hein, on est capable de gérer localement 80% de la pluviométrie annuelle. Voilà. Et donc, ce sont vraiment des données qu'il faut avoir en tête, qu'il faut intégrer, et dire qu'on ne peut pas gérer localement, même quand il y a des argiles, eh bien, c'est très généralement faux. Donc ensuite, il ne s'agit pas d'une question, mais d'une remarque, comme quoi les chants des grenouilles et les moustiques peuvent être une source de nuisances sonores notoires pour les riverains. Alors, les nuisances sonores. Le moustique qui fait un peu de bruit, mais surtout la nuit d'ailleurs. Alors, le moustique, très clairement, l'étude qui a été réalisée dans le sud-est de la France à la demande de l'ARS est pilotée par Le Gray et le Grand Lyon, si j'ai bonne mémoire, qui était demandée dans le cadre de la progression du moustique tigre notamment et des problématiques du moustique. Eh bien, en fait, on constate, cette étude a démontré qu'il n'y avait pas plus de risques, voire moins de risques moustiques avec les techniques dites alternatives qu'avec l'assainissement classique. En assainissement intégré durable des eaux pluviales, le temps de séjour de l'eau, généralement, est inférieur à 4 jours. 4 jours, c'est le délai qui est nécessaire pour qu'il y ait éclosion des larves de moustiques. Voilà. Donc, finalement, la problématique des moustiques en gestion intégrée durable des eaux pluviales est une fausse question. Ça n'existe pas, sauf si vraiment il y a des dysfonctionnements d'ouvrage. Quant aux grenouilles, eh bien, s'il y a des grenouilles, c'est déjà qu'on est sur quelque chose qui a très bien fonctionné, donc avec un système où la biodiversité s'est mise en place, et il est quand même extrêmement rare qu'on ait des grenouilles vraiment en centre-ville, puisque pour qu'il y ait des grenouilles, il faut quand même qu'il y ait des zones humides quasi permanentes. Voilà. Donc, ces risques-là sont quand même sont tout à fait à relativiser. Ceci étant, lorsque la gestion intégrée et durable des eaux pluviales aura permis à ce que les grandes trames vertes et bleues soient maillées par tous ces maillons de gestion locale de l'eau à travers la ville, on aura un maillage complet, on aura une trame verte et bleue qui sera présente quasi partout, et grâce à ces corridors biologiques, eh bien, finalement, les prédateurs des éventuels perturbateurs nocturnes pourront faire leur office, et puis la chaîne écologique complète sera établie et tout ira bien pour tout le monde. Alors, nous avons une question qui rejoint celle de tout à l'heure sur l'arrosage des espaces verts. Donc, Madame Planchon qui nous dit, si j'ai bien compris, il s'agit aujourd'hui de planter de la végétation qui n'a pas besoin d'arrosage fréquent. Est-ce que cette végétation qui n'est pas souvent arrosée, uniquement lors des événements pluvieux, permet de répondre à l'objectif de rafraîchir l'atmosphère et celui d'infiltrer l'eau dans les sols? Alors, ça c'est une très très bonne question. Il est clair aujourd'hui que pour avoir un maximum de rafraîchissement de la ville, et quand je dis la ville, c'est l'espace urbain d'une façon générale, c'est valable aussi pour la commune de 1000 ou 2000 habitants. Il faut de la végétation, mais il faut aussi que cette végétation, quelle qu'elle soit, puisse évapotranspirer. Et pour qu'elle évapotranspire, Florent l'a dit tout à l'heure, et je le répète parce que c'est extrêmement important, il faut que cette végétation puisse avoir accès à l'eau. Et il ne faut pas penser que cet accès à l'eau sera uniquement donné que par les surfaces en espace vert. Ça veut dire qu'il faut aussi généraliser tous les espaces minéralisés de la ville en espaces perméables. Il faut remettre l'eau dans la ville, dans le sol de la ville, voilà, de façon à ce que ensuite cette eau migre vis-à-vis des besoins de la végétation, qu'elle soit plus ou moins proche. Voilà, ça fonctionnera sous le système de l'osmose,
et on aura donc une migration latérale de l'eau et qui sera bénéfique à la végétation. Donc c'est très complémentaire, Florent l'a bien dit, les solutions fondées sur la nature ne sont pas exclusives des autres et les autres ne sont pas exclusives des solutions fondées sur la nature. Aujourd'hui, on a une gamme de matériaux, on l'a vu dans le cadre des revêtements perméables, une gamme de matériaux qui permet aujourd'hui de créer tous les espaces de la ville sans, le cas échéant, l'imperméabiliser. On peut minéraliser tous les espaces que l'on souhaite en les laissant perméables. Voilà. Il faut donc allier les deux. On ne va pas vivre dans la forêt, donc il faut bien minéraliser de l'espace pour pouvoir être en ville, mais cet espace peut rester bien évidemment perméable aujourd'hui. Alors, nous avons une question-remarque. Nos services espaces verts refusent les eaux des chaussées. Ce refus est-il justifié notamment sur les axes très circulés? Alors, parmi les photos qu'on vous a montrées, il y en a une, alors, ce n'est pas parce que Édouard Philippe a retrouvé son poste de maire au Havre, ce n'était pas lié à ça, je vous rassure, ou voilà, enfin, en tout cas, ça n'a pas de lien, mais l'entrée principale du Havre a été en totalité réhabilitée il y a quelques années, et la totalité des eaux pluviales de cette entrée majeure de la ville du Havre s'infiltrent dans des systèmes de nous qui sont de part et d'autre de cet espace tout à fait important. Voilà, donc ce qui est important, et je comprends les services espaces verts qui ne maîtrisent pas la qualité des eaux qui ont ruisselé, des eaux qui sont canalisées, qui arrivent dans des tuyaux, qui sont rejetés. On a tous en tête la photo d'un rejet d'eau pluviale ou d'un rejet d'eau mélangée aux usées eau pluviale par un déversoir d'orage. Et bien évidemment, ces eaux-là, elles ont tellement ruisselé sur des surfaces imperméabilisées qu'elles se sont concentrées en pollution et que ce rejet se fait en un seul point donné. Et donc, on constate effectivement dans ces cas-là de la pollution et une pollution non négligeable. Mais dès lors que les eaux pluviales ruissellent très peu, voilà, et quand on a une alimentation d'une noue de façon diffuse, comme Florent a pu l'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire que l'eau qui tombe sur une voirie, même une voirie très circulée, cette eau ruisselle au maximum de 5 mètres. Voilà, sa distance maximale, c'est 5 mètres. C'est-à-dire que sa charge en pollution est extrêmement réduite. Et dès lors, la végétation et le sol en place est tout à fait à même de pouvoir recevoir cette eau très peu chargée et le tout fait bon ménage. La pollution organique contenue, le peu de pollution organique contenue dans ces eaux pluviales va pouvoir être dégradée par la vie biologique du sol, à condition que ce soit un sol bien vivant, c'est-à-dire donc très bien végétalisé, avec de la végétation diversifiée, etc., avec des vers de terre, et les choses fonctionnent bien dans ces cas-là. 80% de la pollution des eaux pluviales est liée à son ruissellement. 80%. Alors, je vous propose de laisser les questions générales de côté et de balayer celles relatives aux différents aménagements. Alors, concernant la noue d'infiltration, donc cette question rejoint un peu ce qui vient d'être dit. Y a-t-il des données sur la dégradation de la pollution d'une noue et notamment sur les hydrocarbures? Alors oui, maintenant on a beaucoup de résultats d'études, à la fois d'études en laboratoire, mais aussi des études de terrain, soit sur des sites pilotes, soit sur des sites réels et existants depuis un certain temps. Et Adopta apporte justement une étude sur ce sujet qui s'appelle TAM, Technique alternative au regard des micropolluants. Et cette étude porte sur notamment donc, des chaussées à structure réservoir avec des enrobés poreux, mais aussi sur des noues. Et cette étude consiste donc à aller chercher l'eau qui s'est infiltrée dans une noue, mais 1 mètre en dessous du radier de la noue, de façon à voir quelle est la quantité de pollution résiduelle
susceptibles de migrer vers les nappes phréatiques. Voilà. Et les résultats aujourd'hui obtenus, c'est une étude qui est en cours, qui va encore se prolonger pendant 2 ans pour avoir suffisamment de données. Mais aujourd'hui, très clairement, on arrive à mesurer la présence de pollution, bien sûr, mais souvent en dessous des limites de quantification, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y en a, mais elle est extrêmement faible. Le seul paramètre qui apparaît, et malheureusement il apparaît partout, quelles que soient les situations, les modes de gestion, et qu'on soit en ville, qu'on soit à la campagne, ce sont les HAP. Ça, partout, il y en a, et on sait que ce sont des molécules à longue chaîne carbonée qui se dégradent très lentement, et donc il y en a partout dans nos rivières, dans toutes les nappes phréatiques, etc. Voilà, donc on a de la donnée. En ce qui concerne les métaux lourds, on sait que 30 cm de sol arrête 90% des métaux lourds qui sont adsorbés sur les matières en suspension et donc qui ne migrent pas. Leur seul risque de migration est lié à des sols qui seraient des sols acides. Alors, nous avons une question relative à la diapositive 19. Ne serait-il pas préférable de supprimer totalement les bordures en relief le long de la noue? Alors, ça, c'est une très, très bonne question, parce qu'effectivement, il y a un principe de base qu'il faudrait pouvoir généraliser, c'est qu'on a eu traditionnellement l'habitude de faire des espaces verts qui étaient plus hauts que les voiries. On se pose la question, mais c'est lié au fait que les espaces publics sont conçus par des gens de la voirie, et donc la première fonction de l'espace public, c'est de faire passer de la voiture, et que donc il faut surtout protéger la voiture, quelquefois que la végétation traverserait la route. Voilà. Petite blague à part, mais c'est quand même un petit peu malheureusement ce genre de choses auxquelles on est confronté. Eh bien aujourd'hui, très clairement, il suffit de faire l'inverse. On fait des espaces verts qui soient plus bas que les voiries, on pente des espaces imperméabilisés ou pas imperméabilisés vers ces espaces verts et le tour est joué. On n'a plus besoin de tuyaux, on n'a plus besoin de bouches d'égout, on n'a plus besoin de grilles, on n'a plus besoin de fonte, etc., etc. Donc, on voit bien que ça permet véritablement de générer des économies extrêmement sensibles, tant en investissement qu'en fonctionnement. Voilà. Et donc, oui, on pourrait très bien supprimer toutes les bordures, mais effectivement, c'est toute une question de philosophie et de partage de l'espace public et de comprendre que la voiture n'est pas tout à fait reine, en tout cas, elle a son droit d'existence, bien sûr, mais que le reste aussi, et que donc, il suffit un petit peu d'accepter le partage de l'espace public et les choses seraient nettement mieux. Donc, une autre question sur la non-infiltration. Peut-on développer des non-infiltrations dans des rues où sont présentes des excavations liées à la... Alors, Manon, ton micro a été coupé. Oui, quelqu'un a coupé mon micro, alors je vais reposer la question. Peut-on développer des noues d'infiltration dans des rues où sont présentes des excavations liées à la présence d'anciennes caves et souterrains? Alors, la question de l'infiltration de l'eau dans des sols avec les contraintes qui viennent d'être exposées, donc des caves, des catiches, des excavations diverses et variées, des souterrains, c'est une question d'intensité d'infiltration. Ce qui pose souci, c'est l'infiltration massive. Dès lors que vous infiltrez une quantité d'eau diffuse, le problème est tout à fait différent. Au-dessus de caves, au-dessus de souterrains, etc., il y a bien des espaces verts. Ces espaces verts infiltrent l'eau qui lui tombe dessus. Voilà. Et donc, eh bien, sur les noues, c'est la même chose. Dès lors qu'on a qu'on appelle un impluvium, c'est-à-dire la surface imperméable reprise par la noue qui se rapproche de 1, alors pour une noue qui gère un espace imperméabilisé, ça ne peut pas jamais être 1, ça peut être au minimum de 2. Mais 2, ça veut dire que sur un même espace, vous infiltrez que 2 fois la pluviométrie qui lui tombe dessus. Et donc, on n'est pas sur des quantités importantes,
On est sur des quantités qui restent finalement proches de la variabilité de la pluviométrie sur l'année. Voilà. C'est ça qui est très important, c'est que dans ces zones contraintes, il ne faut surtout pas concentrer le volume d'eau à gérer. Il faut utiliser le maximum d'espace pour infiltrer, de façon à répartir la quantité d'eau sur cette infiltration. Alors, je vous propose de passer à une autre technique. Donc, il y a encore des questions sur la noue, mais le temps tourne. Alors, une question sur le jardin de pluie. Quelles essences d'arbres doit-on mettre comme arbre de pluie? Alors, il n'y a pas de, je veux dire, entre guillemets, de limite, sauf, bien sûr, ne pas utiliser je veux dire, des espèces type conifères qui ne sont pas forcément d'ailleurs des espèces très adaptées au milieu urbain, tout au moins dans une bonne partie de la France. Je ne dis pas partout, mais peut-être que dans le sud, on peut plus facilement. Et c'est d'autant moins adapté que les conifères vont avoir peu de capacité évapotranspiratrice. Donc, ce n'est pas ces arbres-là qui sont les plus intéressants. Mais on peut très bien y mettre du platane, on peut très bien y mettre du chêne, on peut très bien y mettre de l'aulne, le saule que j'ai cité tout à l'heure. Voilà. Il faut aussi oser ces espèces qui sont plutôt des espèces, je vais dire, entre guillemets, rurales, hein, mais on peut très bien les introduire en ville. Alors, nous avons une question sur les échelles d'eau. Y a-t-il des techniques pour éviter le piégeage des petits mammifères, insectes ou amphibiens dans les échelles d'eau? Bonne question. Je n'ai encore jamais vu le cas. C'est vrai que les échelles d'eau sont un dispositif qui reste encore récent, hein, ça a 4-5 ans. Je vais sortir un petit peu mon joker. Je n'ai pas de réponse là comme ça. On va étudier la question et on vous apportera une réponse. Alors, une question relative au revêtement perméable végétalisé. Faut-il tondre le gazon des dalles gazon et peut-on utiliser la technique du mulching ou faut-il exporter l'herbe coupée? Alors oui, il faut exporter l'herbe coupée puisque sur les dalles gazon, je veux dire, si on laisse l'herbe coupée sur place, ça va pas être terrible esthétiquement. Ou alors il faudrait la couper extrêmement régulièrement pour qu'on ait des brindilles très courtes et qu'elles puissent être réabsorbées par le sol assez facilement. C'est quand même un peu difficile, d'autant plus que généralement les dalles gazon, c'est pour des parkings par exemple, et donc il y a des voitures quand même assez souvent, et donc c'est un peu compliqué. Le mulching, pourquoi pas? La question plutôt vis-à-vis du mulching, c'est comment on entretient un espace public qui va être emprunté par des voitures, par des piétons, etc. Voilà. Parce que généralement, ce sont des surfaces qui, en termes d'entretien courant, vont utiliser le souffleur pour évacuer et accumuler les déchets, les éléments qu'on souhaite récupérer. Et le souffleur ne fait pas bon ménage avec le mulching. Donc, il y a une autre question qui vient d'arriver. Quelle est la durée de vie des dalles gazon? 5, 10, 20 ans? Alors, la durée de vie, c'est, j'allais dire, illimitée à partir du moment où elles sont bien posées. Voilà. Et il y a à insister sur les conditions de pose. Ce n'est pas parce que la partie supérieure est perméable que ça se met sur du sol comme ça, sans structure. Il y a des conditions de pose qui sont très bien définies par les fournisseurs de dalles, quels qu'ils soient. Encore faut-il que ces prescriptions techniques soient bien respectées, bien mises en œuvre. Donc ensuite, une question sur la toiture végétalisée. Est-ce que les toitures végétalisées répondent à la problématique d'îlots de chaleur, objectif rafraîchir l'atmosphère, et non à l'infiltration des eaux de pluie dans le sol? Et deuxième question, où répondent-elles tout de même à la problématique d'infiltration? Si oui, comment? Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait poser la question. Alors, clairement, une toiture végétalisée va évapotranspirer. Ce n'est pas la toiture qui va être le meilleur élément de lutte contre l'isolement de chaleur urbain, puisque par définition, la toiture elle est plutôt en l'air et que
des îlots de chaleur urbains sont au niveau du sol, là où les habitants circulent à pied notamment. Donc, ce n'est pas tellement comme cela qu'il faut répondre. Sur la partie infiltration, clairement, l'intérêt de la toiture végétalisée, c'est qu'elle tamponne les eaux. Elia l'a dit, l'été, c'est à peu près 80 voire 85% des volumes d'eau précipités qui sont retenus et évapotranspirés, c'est-à-dire que le reliquat d'eau à gérer en pied de bâtiment est faible. Et cette partie-là, on va la filtrer, bien sûr. Voilà. L'hiver, c'est 10-15% maximum d'évapotranspiration. Et la plus grosse partie va être récupérée et va devoir donc être gérée. Mais généralement, l'hiver, on a des pluviométries qui sont d'intensité plus faible. Et donc, c'est aussi un élément tout à fait important de réduire les intensités d'été en termes de pluviométrie sont importantes pour les questions de gestion. Et puis, il y a un deuxième critère aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que l'eau qui arrive par l'exutoire, donc l'excédent de l'eau tombée sur la toiture, arrive avec un décalage dans le temps. Puisque le temps qu'elle tombe sur la toiture, qu'elle traverse l'élément filtrant qu'est la végétation, son substrat, etc., en général, sur une toiture plate, toiture terrasse, on a un effet retard de l'ordre de 5 heures. C'est-à-dire que généralement, 5 heures après l'orage, voilà, l'orage ne dure pas 5 heures, et donc on a une eau qui arrive en pied de bâtiment après la pointe de l'eau qui est tombée sur le sol. Et donc on retrouve des capacités de gestion et d'infiltration qui sont un peu meilleures, et donc ça facilite les choses. Voilà. Donc ce sont vraiment des éléments qu'il faut intégrer, c'est vraiment tout à fait intéressant. Voilà. Je profite de la question pour aussi évoquer un sujet qui commence un petit peu à apparaître. On ne l'a pas présenté dans notre PowerPoint. Ce sont les murs végétaux. Et j'ai entreaperçu qu'il y avait une question sur la question des murs végétaux, et donc j'en profite pour en parler. Les murs végétaux participent, eux, fortement à la lutte contre les îlots de chaleur urbains. Bon, et notamment pour ceux qui sont exposés plein sud, par exemple, puisque là, on a un effet plein et entier de rafraîchissement de la ville. Et ces murs végétaux, eux, vont permettre de gérer au moins une partie des eaux pluviales tombées sur la toiture, voire au sol, parce qu'on peut récupérer de l'eau au sol, mais il faut aussi qu'il y ait un système d'arrosage, parce que là, les murs végétalisés n'acceptent pas un mois de sécheresse. Donc, il y a des coûts supplémentaires liés donc, à ce système d'arrosage et au stockage d'une réserve d'eau, et ce qui en fait quand même des solutions quand même plus coûteuses que les autres. On est sur des coûts, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, au mètre carré de murs végétalisés, on est sur des coûts qui sont de l'ordre de 500 à 1000 euros du mètre carré. Voilà. Et la question, est-ce que ça dégrade la structure du mur? Alors, c'était vrai avant parce que la végétation des murs, c'était plutôt une végétation grimpante type lierre qui rentrait dans la structure du mur. Aujourd'hui, c'est une structure qui est ajoutée au mur et indépendante du mur. Donc là, il y a plus de dégradation aujourd'hui par la végétalisation des murs. Alors, je vous propose peut-être une dernière question donc, sur l'arbre de pluie. Faut-il des fosses d'arbres spécifiques ou des réservoirs en dessous de l'arbre? Alors, ce n'est pas tout à fait en dessous de l'arbre, c'est à côté, de façon à ce que, à côté, autour, enfin, c'est quelque chose un petit peu d'annexe, sinon le système racinaire de l'arbre ne pourrait pas se développer. Le tout, c'est qu'il ait accès à cette réserve d'eau qui est à sa proximité immédiate. Alors, je vous propose donc une autre question d'ordre général, donc plutôt une remarque-question. Sur plusieurs trottoirs de la ville, des arbres sont entourés par du bitume qui a été ajouté depuis une trentaine d'années. Leurs racines fissurent le bitume et le déforment, ce qui fait que l'accessibilité PMR, par exemple, est devenue quasiment impossible.
Est-il possible de débitumer ces espaces sans endommager ces portions de racines d'arbres désormais apparentes? Alors, débitumer, bien sûr que c'est possible, sauf que je crains que l'excroissance prise par les racines resteront. Et donc, je crois que ça n'améliorera pas sensiblement l'accessibilité PMR. Aujourd'hui, très clairement, c'est qu'on choisit des espèces végétales en ville, notamment en ce qui concerne les arbres, donc, des espèces végétales dont les racines vont plutôt être des racines pivotantes et non des racines traçantes. Voilà. De façon à ce qu'il y ait un enracinement plus profond de l'arbre et qu'on évite ces désagréments qui sont effectivement constatés ça et là en fonction d'espèces végétales. Donc, est-ce que nous avons encore le temps pour quelques questions? Ouais, je pense, oui, encore. Alors, en contexte de forte pente, notamment en littoral, où un bâti diffus résidentiel est présent, quelle solution privilégier pour une bonne infiltration et ralentir les ruissellements, notamment lutter contre l'érosion de la côte? Alors, très clairement, c'est une gestion le plus à la source possible. S'il y a de la pente, plus il y a de la pente, pardon, lapsus, plus il y a de la pente et plus l'eau va prendre de la vitesse dès lors qu'elle ruisselle. Et ça sera d'autant plus compliqué à la gérer, à l'arrêter à un moment donné et la diriger vers un endroit. Et donc, il faut raisonner en sous-bassins versants unitaires les plus petits possibles. Ça veut dire que parfois, il faut dire, mais au bout de 5 mètres, je n'accepte plus le ruissellement de l'eau dans le sens de la pente. Et donc, je vais alimenter une noue, par exemple, qui va être latérale, et cette alimentation de la noue se fera tous les 5 mètres. Il faut surtout éviter que l'eau ruisselle et prenne de la vitesse et qu'elle soit concentrée. Il faut vraiment la déconcentrer le maximum possible. Avez-vous au sein de l'ADOPTA des conseils sur les plantations à privilégier aujourd'hui au vu des changements climatiques observés, forte chaleur, forte pluie, mais rares, etc.? Alors, la problématique des conseils en termes de plantation, on a évoqué les pistes vers lesquelles il faut se tourner pour deux raisons. La première, c'est que nous ne sommes pas des spécialistes de la botanique. Ça, c'est une première raison. Et la deuxième, c'est qu'entre Brest, Strasbourg, Marseille, Toulouse ou Lille, sans oublier Reims et autres, on a des biotopes tout à fait différents et qu'on ne peut pas répondre d'une façon générale sur un plan national à cette question. Et donc, il faut vraiment se tourner localement sur les spécialistes de la question et il y en a partout et adaptés à leur territoire. C'est vraiment vers eux qu'il faut se tourner. Connaissez-vous, en termes de législation ou autre, notre possibilité d'intervenir dans les espaces de la ville pour avoir des actions positives sur l'accélération de la mise en place de ces pratiques pour privilégier l'infiltration dans les sols et réduire les îlots de chaleur? Deuxième question, comment, en tant que particulier, par exemple, peut-on agir sur notre ville? Alors, un particulier, son premier moyen d'action, c'est le bulletin de vote. Hein. Donc, bon, voilà, c'était avant-hier pour le deuxième tour. Mais c'est aussi les moyens de pression par le fait de se manifester par tout moyen, d'assister aux réunions de conseil municipal, que sais-je. Voilà, ça c'est une première chose, et puis aussi les systèmes associatifs. Sur un plan législatif, très clairement, aujourd'hui, il existe donc des textes qui rendent obligatoire la gestion à la source des eaux pluviales. Hein, c'est le sens de la loi sur l'eau de 2006 notamment, reprise par un certain nombre de textes et repris par d'autres textes qui sont d'application obligatoire, qui s'appellent les SDAGE, le schéma directeur et d'aménagement des eaux. Et il y a un SDAGE par territoire d'agence de l'eau. Et ces SDAGE se déclinent par des documents plus locaux qui s'appellent les SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Ces différents documents SDAGE, SAGE, sont d'application obligatoire et tous les documents, c'est-à-dire
plus locaux que ceux-là, qui déclinent donc des choses sur les territoires, au rang desquels j'en mettrai deux en particulier, donc les SCOT, les schémas de cohérence territoriale, qui sont les documents qui définissent les principes, les grands principes de l'aménagement du territoire selon tous ces angles, et sa déclinaison encore plus forte qui est le plan local d'urbanisme, intercommunal ou pas, eh bien, ces documents doivent être rendus compatibles avec DAGE et SAGE. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, réglementairement, la gestion à la source des eaux pluviales doit forcément être prise en compte dans tout acte d'aménagement de la ville. Voilà. Et donc, c'est aujourd'hui une obligation réglementaire que de gérer à la source les eaux pluviales, partout en France. Alors, je vous propose une dernière question. Donc, nous avons pu presque balayer l'ensemble des questions. On parle de l'urbain, mais les fossés de route peuvent-ils servir à l'infiltration? Doit-on toujours curer à blanc pour faire son entretien ou plutôt privilégier leur végétalisation? Alors oui, bien sûr que tout ce qu'on vient d'évoquer s'applique à l'urbain, mais aussi au monde non urbain, c'est-à-dire on a tendance à opposer rural et urbain, le village et la ville. Pour moi, l'urbain, c'est le village et la ville aussi. Mais en ce qui concerne les fossés des routes départementales ou des routes vicinales, même combat. C'est là où il y a effectivement un changement de philosophie. On a par le passé, et basé sur des raisons qui étaient tout à fait fondées, pensé qu'il fallait absolument toujours évacuer le plus vite possible les eaux pluviales, en ville comme à la campagne. Voilà. Et donc les fossés, ils ont été faits pour évacuer l'eau. Et donc aujourd'hui, très clairement, on n'est plus sur des systèmes d'évacuation de l'eau, mais de la gestion locale de l'eau, d'où qu'elle vienne, que ce soit dans les champs, que ce soit partout. Voilà. Et donc, en ce qui concerne les fossés des routes départementales, eh bien, il faut effectivement faire en sorte qu'ils ne s'écoulent pas et qu'ils puissent garder l'eau le plus longtemps possible pour qu'elle puisse s'infiltrer. Et ce d'autant que, malheureusement, bien souvent, on constate que ces fossés de routes départementales, à l'approche des villages, eh bien, ces fossés sont connectés sur les systèmes d'assainissement des communes et se retrouvent finalement en station d'épuration. Voilà. Et ce n'est franchement pas l'objectif, puisque la station d'épuration n'a pas cette vocation-là. Voilà. Et donc, il faut changer ces pratiques et de faire en sorte que l'eau, alors il ne faut pas bien sûr que la route soit inondée, bien évidemment, hein, mais il faut gérer autrement les fossés, voilà, en faisant en sorte qu'on ait moins d'écoulement, ralentir ces écoulements à tous les coups, augmenter les capacités de stockage de l'eau dans les fossés. Donc ça se fait notamment par des systèmes qu'on appelle des ajutages. C'est des micro-barrages qui permettent donc de stocker l'eau, et à la base du barrage, on met un petit tuyau pour qu'on ait un débit de fuite permanent, voilà, de façon à ce qu'il y ait aussi l'écoulement, mais à débit maîtrisé. Quant au curage à blanc des fossés, c'est effectivement les pratiques qui étaient anciennes. Aujourd'hui, il faut plus curer à blanc, d'autant plus que quand on a curé à blanc et qu'il survient une pluie juste après, eh bien, on a une érosion des berges des fossés. Et cette érosion, c'est quoi? C'est des matériaux qu'on va retrouver en bas et qui vont poser problème. Merci, Monsieur Rhin. Donc, nous avons pu répondre globalement à l'ensemble des questions. Si vous avez encore des questionnements, n'hésitez pas à nous contacter directement. Tout à fait. Voilà, on reste à votre disposition. J'espère que cette formation vous sera très bénéfique. Si vous avez des réactions, des questions qui vous viennent après cette formation, n'hésitez pas à utiliser tout moyen de communication et le mail notamment pour nous les poser, et on vous apportera bien évidemment les réponses. Par ailleurs, donc, sachez qu'Adopta est bien sûr à votre disposition pour vous accompagner sur le plan vraiment tout à fait opérationnel et pourquoi pas sur des opérations que vous seriez
à même de suivre, d'initier, de façon à ce qu'elles soient les mieux réussies possibles. Je vous remercie et puis j'espère à l'occasion, n'hésitez pas, en tout cas, sachez qu'on est toujours présent pour vous.